Les coordinations, supportent une autre explication que les modèles cybernétiques. C'est la coordination dans les modèles dynamiques. Et on va aborder cette question par celle des coordinations spontanées et de la rythmicité. Si vous réfléchissez au fonctionnement d'un batteur quand il fait son solo de batterie, eh bien vous imaginez combien c'est difficile de coordonner les actions des différents membres. Une petite vidéo pour commenter tout ça. Vous imaginez bien que ce batteur, ici, avec ses différentes coordinations, s'il avait à contrôler ses gestes un par un, à partir de commandes nerveuses, il y a peu de chances qu'il soit capable d'y arriver. Il y a sans doute une autre explication lui permettant de construire ces coordinations, puisqu'il va falloir qu'il aille frapper un coup à droite, faire un coup à gauche, coordonner à droite, changer, avoir un rythme sur une main, un autre rythme dans une autre main, et bien souvent encore un rythme différent au niveau des pieds quand il doit intervenir sur les pieds. Donc ici, il faut trouver un autre modèle explicatif complémentaire au précédent. Donc les coordinations dans les modèles dynamiques. Qu'est-ce qui organise l'explication? Eh bien dans ce modèle-là, le corps est considéré comme un système d'oscillateurs. Mon bras, c'est un oscillateur. D'accord? C'est-à-dire qu'il a un axe de rotation, il a une dimension et une fréquence d'oscillation qui est liée à cette dimension. Ma jambe, c'est pareil. C'est un oscillateur. Mon bras, par rapport à ma jambe, ce sont des oscillateurs. D'accord? Et ces oscillateurs, ils ont des particularités mécaniques qui sont liées à cet axe de rotation qui est en haut, qui est lié à la longueur des membres. Et ces caractéristiques de ces oscillateurs, eh bien, on va les caractériser par une fréquence et on va les caractériser par un fonctionnement en phase ou en opposition de phase. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, on va le démontrer, on va le regarder à partir des doigts, c'est-à-dire qu'en fait, on fonctionne facilement avec une fréquence de 1 sur 1, avec changement en opposition, c'est-à-dire je change du côté de mes doigts ici et je change du côté de mes doigts ici. On va fonctionner facilement en ayant les deux en même temps, avec changement d'un côté en phase et changement de l'autre côté. Et donc ça, ce sont des coordinations spontanées. On va aller voir ce que ça donne sur des vidéos, puisque notre corps étant considéré comme un oscillateur, il va se caractériser par une structure rythmique particulière, qu'on peut déjà définir, qui est une fréquence de 1 sur 1. Quand je fais un mouvement, un geste, l'autre geste, il est à la même fréquence. Si je fais un mouvement de bras, je fais un mouvement de jambe. Si je fais 2 mouvements de bras, je fais 2 mouvements de jambes. Et par des rapports de phase, c'est-à-dire qu'en fait, si je dois changer mes coordinations, ma main qui est devant, ma main qui est derrière, c'est en opposition, ou bien c'est en même temps. Et tout ce qui va sortir de ces coordinations spontanées va être compliqué et va supposer de construire une nouvelle structure rythmique. Commentaires sur des vidéos. Le corps comme un oscillateur. Ici, un exemple à partir de la bascule de fond aux barres parallèles. Il s'agit de se balancer dessous pour prendre suffisamment d'élan pour passer au-dessus. On a ici un axe de rotation au niveau de la main, un axe de rotation au niveau des épaules, un axe de rotation au niveau du bassin. Et donc des fréquences et des changements d'ouverture et de fermeture qui vont se faire à différents endroits. Le débutant et l'expert ne vont pas le faire au même endroit. Ici, hop, voilà, on va le revoir. L'ouverture, elle peut se faire en bas, en phase, mais pour être efficace, elle devra se faire plus tard ici ou plus tard ici. Eh bien, on n'est plus sur un fonctionnement classique spontané. Il nécessite une transformation pour le faire. Voilà, l'ouverture vient ici. L'ouverture revient ici, et c'est à partir de là. Et donc là, on n'est plus sur des coordinations spontanées. Un autre exemple qu'on va pouvoir utiliser, ça va être celui qu'on a déjà vu du patin à glace. Donc, patin à glace, rapport de fréquence, enfin fréquence et rapport de phase. Fréquence, ça veut dire que pour un mouvement de pied, il y a un mouvement de jambe. On va être en phase quand les bras ici sont en opposition, main droite ici, pied gauche ici, ou quand ils vont être en même temps.
On va essayer de le trouver, voilà. Et ici, vous voyez qu'on a cette fois-ci, dans le virage, un décalage de phase, puisqu'en fait, la main est déjà vers l'arrière, alors que la jambe, ici, n'a pas encore terminé sa poussée, et qu'il va falloir passer sur l'autre. Donc ici, on n'est plus sur des coordinations spontanées. Autant au départ, on était sur des coordinations spontanées, une jambe, un bras, en opposition, ou bien une jambe, un bras en même temps, homolatéral, autant ici, on est obligé de passer sur d'autres coordinations. Un dernier exemple sur la corde à sauter. Un autre exemple de coordination spontanée, la corde à sauter. La corde à sauter, si vous regardez le fonctionnement de cette enseignante en train de démontrer la corde à sauter, vous allez constater qu'elle fait un tour de bras pour 2 sursauts-pieds. Voilà. Entre les deux, elle fait un petit sursaut pour être dans le rythme. On est sur des coordinations spontanées, c'est-à-dire qu'on a un mouvement des 2 bras avec une certaine fréquence qui se met en correspondance avec le mouvement des 2 jambes, donc deux petits sursauts correspondant à ces 2 mouvements de bras. On est sur une rythmicité, fonction rythmique de synchronisation, qui est spontanée. Et dès qu'on va devoir changer ce rythme, voilà, vous voyez, elle garde cette coordination. Dans l'exercice que vous allez avoir à faire, vous voyez le petit rebond entre les deux, on est sur des coordinations spontanées. Le niveau supérieur serait d'arrêter le petit sursaut entre les deux, de façon à construire un apprentissage nouveau. Voilà, ici on a toujours le petit sursaut. Voilà. Vous avez pour la semaine prochaine, par exemple, à analyser un exercice de corde à sauter en foulée bondissante, qui n'est pas sur des coordinations spontanées telles que c'est fait ici. Et donc, à partir de ce modèle, peut-être un peu difficile à comprendre, qui renvoie à la rythmicité liée aux différentes parties du corps, eh bien, on va distinguer des situations de convergence et des situations de divergence. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va faire appel à des coordinations spontanées, on va être sur des coordinations, des situations de convergence, fréquence 1 sur 1, changement de direction en phase ou en antiphase. Un exemple qui peut vous permettre d'illustrer ça, c'est celui du gamin qui commence à nager. Le gamin qui commence à nager, il va faire un mouvement de bras pour un mouvement de jambe, à droite et à gauche, reproduisant une certaine fréquence, alors qu'il va falloir qu'il passe à des rapports de 2 sur 4, voire de 2 sur 6, avec, par exemple, en brasse, un fonctionnement qui n'est pas en opposition de phase, puisqu'il va falloir faire venir la propulsion jambe avant le retour des bras. Et dès qu'on va être sur l'appel à d'autres fréquences, dès qu'on va être sur des rapports de phase qui ne seront plus en opposition ou en phase, mais qui vont être décalés, par exemple, au milieu du retour pour l'un, au milieu du retour pour l'autre, eh bien, on va être sur des situations de divergence qui seront beaucoup plus compliquées. On va donc avoir ici, exemple de coordination naturelle ou spontanée, eh bien, celle du ski de fond, celle de la raquette, celle du balancé au bar présenté tout à l'heure, si l'ouverture était faite vers le bas. Exemple aussi en crawl, que je viens de présenter, du débutant, qui lui fonctionne en opposition et à un rythme de 1 sur 1. Commentaire sur une petite vidéo. Exemple de fonctionnement rythmique spontané. Celui du ski de fond, ici. Regardez, on a bien en même temps les 2 bras, en même temps la flexion des jambes. On est sur un rythme qui est spontané et qui est en phase. On a la même chose ici, sur le pas alternatif, où on a bien des changements en opposition de phase et un rythme de 1 sur 1, un mouvement de bras pour 2 mouvements de jambes. Ça ne va pas être la même chose en ski de fond, skating. Autre exemple de coordination divergente, le skating. Le skating, il peut être en coordination spontanée ou il peut être en coordination divergente, c'est-à-dire en décalage de phase et de fréquence. Ici, le passage, voilà, en montée, où l'action des 2 bras n'a pas le même rythme que l'action des 2 jambes, et en plus, où l'action de bras va terminer après l'action de jambe, puis recommencer avant. Voilà, on a les 2 bras, et ici, vous voyez cette action-là qui n'a pas la même fréquence que l'autre, puisqu'ici, il est encore en poussée, et là, il a déjà lâché la poussée du bâton. Donc, on est sur une situation, ici, divergente, donc compliquée
à apprendre. D'autant plus compliqué qu'il y a en plus dissociation de la droite et la gauche qui n'a pas la même rythmicité et dissociation du haut et du bas. Voilà un exemple de situation divergente. Donc la question qui est posée avec ce modèle dynamique et ses coordinations spontanées et ses coordinations divergentes, c'est celle de l'accord avec l'environnement. Et il y a une hypothèse de travail qui est que l'environnement contraignant entraîne des coordinations qui vont émerger de cet environnement contraignant et que le sujet va construire des coordinations qui vont lui être propres en fonction de sa taille et en fonction des contraintes de l'environnement. Illustration à partir d'une vidéo toute simple, un jardin japonais avec des marques pour les pieds sur le parcours. Notre exemple de système de contraintes de l'environnement qui croise les systèmes de contraintes du sujet. Ici, donc, une étudiante qui parcourt cette surface dans laquelle vous voyez des plots, enfin des rectangles qui conditionnent la marche. Et donc, cette jeune fille a juste pour consigne de marcher en mettant les pieds dans les rectangles. Et vous voyez que ça l'oblige à s'adapter avec des petits pas régulièrement, vous venez de le voir, pour pouvoir faire l'adaptation au milieu. Elle met en place une coordination qui est particulière, avec une fréquence qui est particulière, qui ne sera pas la même pour une plus grande, c'est-à-dire, en fait, si nous voyons passer la jeune fille plus grande, on se rend compte, on ne va pas s'amuser à le faire, qu'elle, c'est sans problème qu'elle va réussir à poser les pieds sur chacun des rectangles, quoique elle va être obligée à la fin de mettre une impulsion un peu supplémentaire. Qu'est-ce que ça donne quand il s'agit de courir? Donc, situation de course, comment va se construire l'adaptation? Voilà, vous avez vu, une fois sur deux, elle a l'obligation d'allonger la foulée pour réussir à passer. La taille de ses jambes lui impose, au regard des contraintes de l'environnement, une adaptation systématique. La deuxième personne, cette fois-ci, hop, regardez, elle s'est adaptée d'une façon différente au regard de ses caractéristiques personnelles, mais elle aussi, elle alterne deux petits et des fois deux appuis sur un seul, et d'un coup un grand pour pouvoir s'adapter. Qu'est-ce que ça illustre, ça? Ça illustre tout simplement le rapport entre les contraintes environnementales et les caractéristiques du sujet, et ça permet d'introduire la notion d'affordance. Qu'est-ce que c'est que cette notion d'affordance? On vient d'avoir un exemple, c'est que tout simplement, le sujet, au regard des contraintes de l'environnement, il va mettre en œuvre l'adaptation motrice qui est la plus pertinente au regard de ses caractéristiques et de ses capacités. Donc la notion d'affordance, elle traduit les possibilités offertes par l'environnement compte tenu des potentialités de l'acteur. Ici, la taille des rectangles par rapport à la taille des sujets, avec en plus un élément supplémentaire, c'est que cette adaptation va dépendre de la vitesse à laquelle on parcourt l'itinéraire. Donc les propriétés de l'environnement ne sont pas perçues sur une échelle de mesure extrinsèque, c'est-à-dire je traduis, comme dans la fonction d'assimilation dont on a déjà parlé, la longueur à parcourir en longueur de pas, mais ceci est construit en référence aux propriétés intrinsèques de l'individu, propriétés anthropométriques, mécaniques, énergétiques. Et donc nous avons une nouvelle fonction dans les coordinations, après la fonction rythmique de synchronisation, après la fonction de repérage spatio-temporel, c'est la fonction d'affordance ou de concordance, c'est-à-dire faire concorder l'espace et le temps, mais ce qui est encore plus pertinent, c'est cette notion d'affordance, to afford, accordé, qui va permettre de faire correspondre les caractéristiques mécaniques de l'environnement avec les caractéristiques des sujets. Donc nous avons ainsi des fonctions processus dans les coordinations. Elles supposent de situer les différentes parties du corps les unes par rapport aux autres, repérage spatio-temporel, synchroniser les mouvements, fonction rythmique de synchronisation, rapport au temps, et la coopération entre les deux avec cette fonction de concordance, ou plutôt cette fonction d'affordance, qui va permettre de limiter les possibilités de l'acteur grâce aux caractéristiques de l'environnement. Le tout se construisant bien sûr sur quelque chose qu'on a déjà vu, c'est la fonction posturo-cinétique. Un petit schéma pour représenter tout ça, toujours notre petit triangle.
Voilà les 3 fonctions ici qui permettent de construire les coordinations qui sont des fonctions d'intelligence motrice. Il nous reste à partir de là de nous interroger sur la notion de difficulté et la question de l'analyse des tâches du point de vue des coordinations. Eh bien, quelle est la première question? Nous en avons déjà parlé, puisque ça renvoie au cours sur la psychosensorimotricité d'introduction. Quel est le degré de remise en cause des coordinations naturelles ou spontanées? Naturelles, eh bien, c'est une difficulté informationnelle. Quelle quantité d'informations faut-il traiter? Quelle quantité d'informations pour contrôler le mouvement faut-il traiter? Et plus il y a d'informations, plus ce sera difficile. Ou bien, si on est sur les coordinations spontanées, comment on va bien pouvoir contrôler les coordinations telles qu'elles émergent pour en construire de nouvelles. Et la difficulté va en plus dépendre du degré de précision requis, de la vitesse de réalisation et bien évidemment tout ce qui va être les coordinations manuelles et podales, les coordinations de gestes, les coordinations de mouvements et d'action. Et il faudra s'interroger sur les compatibilités de ces coordinations et les espaces dans lesquels elles se développent. Les compatibilités au bas, droite-gauche, avec la question de la latéralisation, les compatibilités croisées, les compatibilités des actions entre elles, et réfléchir, si c'est plus difficile, en haut à droite, en bas à gauche, en arrière, etc. etc. Dernier élément supplémentaire, pardon, pas dernier, il y en a encore 2. Bien évidemment, on va étudier les rapports de fréquence et de phase, et du coup, qu'est-ce qui permet de contrôler les coordinations? Et là, il y a tout un champ de recherche important pour tous les enseignants et tous les chercheurs en action motrice. On va étudier dans quel espace ça se développe et du coup, préciser dans l'analyse des coordinations ce qu'il est nécessaire de mettre en œuvre. Est-ce qu'il est nécessaire de dissocier, c'est-à-dire de dissocier les coordinations habituelles? Comment on va les associer la droite, la gauche, le haut et le bas? Comment on va les combiner, c'est-à-dire comment les unes par rapport aux autres, elles vont bien pouvoir s'organiser, et comment on va, in fine, devoir synchroniser avec la capacité rythmique de ces coordinations. Et donc, on va s'interroger sur notre capacité à contrôler ces coordinations et à mettre en œuvre à moindre coût énergétique et à moindre coût informationnel les nouvelles coordinations. Voilà. J'en ai fini, merci de votre attention. Ce cours est relativement long et dense, il suppose que vous y reveniez pour pouvoir bien le comprendre et il suppose, si nécessaire, que vous posiez vos questions sur le forum qui est là pour ça. Au revoir et merci.